Je m'appelle Franck Senot et je fais des conférences ici depuis 350 ans. Oui, ça se voit pas, j'ai commencé, j'avais 2 ans. Et la raison de vous parler, c'est de présenter un film de Agnès Varda, Les plages d'Agnès, juste avant une petite conférence sur le rapport de Agnès Varda et de la photo, justement. Parce qu'elle est d'abord photographe et que ça se retrouve dans beaucoup de ses films, même si vous n'en avez jamais vu. Vous aurez la possibilité d'avoir des petits tips pour avoir envie de regarder des films. Il y en a certains qui sont très courts et qu'on peut même trouver sur Internet. Et donc, nous avons moins de 40 minutes pour regarder le rapport du travail de Agnès Varda à la photo. Parce que on ne peut presque pas séparer son travail de photographe de son travail de cinéaste. Ça va vous permettre, si vous la connaissez peu, déjà c'est une femme extraordinaire. Son premier court-métrage, il date de 1955 avec le tout jeune Noiret qu'elle fait débuter. Elle fait des documentaires très tôt. C'est un petit documentaire de 1957 sur les châteaux de la Loire, qui suit la chronologie des châteaux de la Loire et qui se balade un peu partout. Et le rapport, première information intéressante, c'est que Agnès Varda et la réalité, les films avec des morceaux de vrais gens dedans, ou des bouts volés qui se retrouvent dans le cinéma, ça arrive tout le temps. Elle a un rapport à la réalité qui fait que les genres cinématographiques ne sont pas très séparés. Voilà. Un autre film qui obtient un prix du tourisme en 1958 sur la Côte d'Azur. Ce sont des petits films de 10-20 minutes. Et puis, pour ce qu'on connaît de plus important, en 1959, elle va emménager... enfin, c'est Jacques Demy qui va emménager rue Daguerre avec elle. Avant, elle y vivait avec une femme qui s'appelle Valentine Schlegel, qu'on va voir tout de suite après. Et puis, ce qui va la faire connaître énormément, c'est ce chef-d'œuvre qui s'appelle Cléo de 5 à 7. Je vais vous montrer un petit extrait, enfin, une bande-annonce, avec la magnifique Corinne Marchand, qui, deuxième chose qu'on va retrouver, je vous ai dit, mélange réalité-fiction, c'est en continu, cette idée de filmer Paris, ce qui était exposé à Carnavalet l'année précédente, c'est-à-dire de filmer dans la rue et de filmer la ville, puisque, sans vous divulgacher, on apprend à Cléo qu'elle a une maladie mortelle, et donc elle va déambuler dans la ville de 5 à 7. Non, on ne lui apprend pas, hein. Elle attend les résultats. Oui. C'est pas pareil. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce que c'est mortel que le 5 à 7, c'est-à-dire 5h à 6h20, la durée, voilà. Si c'était juste pour attendre le dentiste, c'est pas tout à fait pareil. Elle va aller et nourrir beaucoup de voyages. À Cuba, en 62, on est 4 ans après la révolution cubaine, elle va faire des photos, et je vais vous montrer un petit extrait aussi, puisque ce film, Salut les Cubains, n'est fait que de photos. Et donc, vous connaissez peut-être, à mon goût, je connais pas tout, mais le meilleur film du XXe siècle, pour y aller fort, La Jetée de Chris Marker, qui est un film qui n'est fait que de photos. Ce qui donnera L'Armée des 12 singes un peu plus tard. Et puis l'autre film qui va la faire connaître en 65, on a invité l'évrien connu Jean-Claude Drouot, puisqu'il joue dans ce film qui s'appelle Le Bonheur, avec quelque chose qui redit encore le rapport de la réalité et la fiction qui se mélangent, puisque, sans vous raconter non plus l'histoire, Jean-Claude Drouot joue un monsieur postier qui a une femme qu'il aime beaucoup, et il rencontre une autre femme qu'il aime beaucoup, et il n'arrive pas à choisir, et ça suffit à faire un bon film avec une lumière et une couleur extraordinaires. Mais le truc intéressant, c'est que Jean-Claude Drouot joue dans le film avec sa vraie femme. Ça change quand même le sens. Et pour le plaisir de la couleur, qui intéresse beaucoup Agnès Varda, une petite bande-annonce. Des plans fixes.
puis un autre élément qu'on voit apparaître ici, qu'on va retrouver très souvent, puisque c'est une façon de filmer la famille, une drôle de famille. Voilà, Agnès Varda va filmer assez souvent ses propres enfants dans plusieurs films. Sa fille qui défend, et d'ailleurs Ciné Tamaris, on peut les citer, parce que la maison de production qu'elle a créée est gérée par sa fille, et donc la façon d'avoir des films et les valoriser est très facile. Et c'est ce qui a donné la belle expo, d'après les archives de Agnès Varda à Carnavalet. Ils sont toujours très actifs pour faire le lien entre les deux. Elle fait ce petit film, c'est un court-métrage de 67, celui-là on le trouve sur Internet, qui s'appelle Oncle Yanko, qui est un oncle grec, qui est parti vivre aux États-Unis. Et là aussi, la couleur est magnifique. Et on regarde 2 secondes, un petit extrait. Je vous dédie parmi ces images d'album la scénette qui va suivre, où nous avons rejoué pour vous la reconnaissance avonculaire, ou comment Uncle Yanko a reconnu sa nièce Agnès. Monsieur Varda? Oui. I bring someone who would like to meet you. It's Agnès Varda. Agnes. Yes. Agnes. Is she the daughter of Eugène? Je ne sais pas. Vous êtes la fille d'Eugène Varda? Oui, c'est moi. You are the daughter of Eugène Varda? Yes, yeah. Is he married to Eugène Varda? Scene C8, take 2. Is he married to Varda? To Eugène? Sound. Vous êtes la fille. Scene Vous êtes C8. the daughter of Eugène Varda? Come. Scene C12. Moi, je me suis souvent demandé. Quand j'ai lu le livre de Miller. La même chose. C'est drôle, hein. Je voudrais que tu sois, je veux te gâter. Voilà, filmer le bonheur, c'est pas si facile que ça sans avoir l'air niais. Vous voyez qu'à la fois, d'ailleurs, c'est pas son oncle. Il est de sa famille, mais c'est pas son oncle. La couleur va compter énormément, et comme vous l'avez vu, elle intègre les prises de vue, puisqu'elle dit au tout début, dans cet extrait, qu'ils vont rejouer la scène des retrouvailles, donc c'est pas du tout vrai. Le passage de vrai à faux est continu dans son travail. Elle va voyager, et elle va, pour finir la présentation, j'ai pas fait toute sa filmographie, se retrouver aux États-Unis avec Jacques Demy notamment. J'ai dit qu'elle allait voyager, on va voir au Portugal, hein. C'est très important aussi. Et elle va se retrouver à filmer les Black Panthers en 68. La première chose qu'on peut montrer de Agnès Varda, qui n'est pas si connue que ça, c'est que c'est quelqu'un de très cultivé, qui connaît bien les arts, et qui joue avec cette image qu'on va connaître petit à petit de coupe au bol et de petites dames à cheveux bicolores. Et donc c'est une mosaïque qu'elle a faite elle-même dans les années fin des années 40. Et Agnès Varda va s'intéresser tout le temps à l'histoire de l'art et faire des liens, des comparaisons. C'est la meilleure façon de faire de l'histoire de l'art, c'est que ça ne se sente pas trop. On retrouvait dans l'exposition ces ailes qu'elle va utiliser pour cette mise en scène et un jeu avec l'histoire de la peinture. Que ça soit sur les couleurs ou que ça soit sur la mise en scène d'elle-même ou que ça soit sur les références artistiques, Agnès Varda va s'amuser avec son propre travail tout le long de sa carrière. Puisque dans la dernière partie de sa carrière, à partir de 2003, elle va être invitée comme artiste contemporain dans des biennales. C'est-à-dire elle va utiliser des films qu'elle va réaliser exprès et qu'elle va projeter d'une certaine façon, c'est-à-dire sur écran ou par projection, pour en faire des présentations plastiques. Et ce qu'elle fait ici, qui est un peu moins connu, alors j'ai mis la référence, c'est que chez les surréalistes, il y a un collage-montage qui est très célèbre avec les petits messieurs Tanguy, Dali, c'est le deuxième à gauche. Tous les surréalistes des années 20 sont en train de fermer les yeux comme si c'était en train de rêver. Vous savez sans doute que le rêve est une partie importante de notre vie et du travail chez les surréalistes. Et donc Magritte va faire une peinture avec une dame toute nue et ce collage-montage de tous ces surréalistes autour. Et donc Agnès Varda va s'amuser à intégrer ces gens avec lesquels elle a travaillé. Alain Resnais, qui est très important, puisque le premier film, La Pointe Courte, c'est lui qui le monte. Il va être très influencé par ça. Et puis, un petit clin d'œil
féministe, puisque avec cette pointe courte, elle est la première à faire de la nouvelle vague, c'est-à-dire du film tourné en direct, avant le Monsieur Godard et Pierrot le Fou. Donc elle est je ne vois pas la femme cachée dans la forêt, ce qui était le jeu ici. Elle va donc avoir un diplôme de photo et elle va s'installer. Elle vient de Sète, qui va compter beaucoup pour elle. Elle va s'installer à Paris. Au début, elle trouve ça un peu inhumain, un peu froid. Elle n'est pas tout à fait rue Daguerre immédiatement. Et elle va devenir amie avec Valentine Schlegel, qui est sur le côté gauche. Et elle va faire des photos des gens autour d'elle. Et Valentine Schlegel, il y a un petit aparté qui m'intéresse. Elle est céramiste. Elle a quelque chose qui va compter juste après, c'est qu'elle est la sœur sa sœur est la femme de Villard, auteur et metteur en scène de théâtre. Donc elle va se retrouver à faire des photos quand Avignon va commencer. Mais Valentine Schlegel, elle fait des céramiques et surtout des cheminées, qui sont des sortes de volumes taillés. J'en ai trouvé un petit bout parce que je voulais faire un petit clin d'œil. Vous voyez, c'est par exemple ça. Elle va intervenir chez des gens et elles sont en couple. Voilà à quoi ressemble Valentine Schlegel et voilà à quoi ressemblent soit les céramiques qu'elle fabrique, soit les bols qu'elle fabrique, soit les cheminées. Elle en fait une grosse quantité. Et ce qui est très marrant, c'était pour faire un petit bisou en passant à la directrice, c'est que ce qu'on voit ici, c'est le Centre d'art contemporain de Bretigny, qui a édité ce livre sur Valentine Schlegel. C'est un catalogue d'artistes qui est épuisé, qui a été donc produit juste pas loin d'ici, et donc reconstitué. L'idée de l'artiste qui a repris cette espèce de biographie de Valentine Schlegel pour le faire connaître, c'est une idée féministe aussi que les artistes peuvent fabriquer leur propre environnement de vie et de travail. Vous connaissez sans doute, ça nous permet de faire de l'histoire du féminisme, ce qui est très compliqué et que je ne maîtrise pas, mais pour commencer soft et le partager avec tout le monde, ce célèbre texte de Une chambre à soi de Virginia Woolf, qui dit qu'avant toute chose, pour être artiste, il faut avoir un espace personnel et que la lutte des femmes pour être artiste, c'est d'abord celui-là, d'avoir un espace dédié. Et donc le fait de regarder le travail de Valentine Schlegel, qui a été exposé à Sète après, d'où elle venait également. Et c'est là-bas qu'elles se sont rencontrées. Voilà à nouveau les jambes et les cuillères de Valentine Schlegel. Photo de Agnès Varda. Des gens autour d'elle, voilà, des amis, mais aussi des artistes. Puisque ce que je voulais montrer là, première chose sur 5, une influence de recherche de forme dans ces années 50. Voilà, des natures mortes avec les céramiques, mais avec des livres et une main à cigarette. Le travail photographique d'Agnès Varda arrive avant le cinéma. Et on va voir dans un deuxième temps que le cinéma va être nourri de cette pratique photographique. Alors c'est pas pour faire la bégueule, mais ce n'est ni... c'est très difficile à dire ça, parce que ça a l'air soit péjoratif, soit laudatif. C'est ni génial, ni innovant, mais ni nul. Je sais pas comment dire ça. C'est de la très bonne photo de cette période-là. On peut trouver de la photo formelle comme ça. Dans les années 20, déjà 30 ans avant, c'est une jeune femme, hein, une jeune artiste. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment, justement, elle est en train de créer un univers qui lui est propre, c'est-à-dire l'intérêt pour les formes, pour la composition, pour l'espèce de géométrie qu'on voit dans cette image, qui est très puissant et qu'on va retrouver dans ces cadres. Voilà, et puis le plus intéressant à vous montrer, c'est cette tête qui est coupée, qui est un reliquat dans la rue et qu'elle appelle le noyer. Donc une autre influence qui est le surréalisme, en fait, c'est-à-dire des choses qui ont l'air surprenantes alors qu'elles sont tout autour de nous. Et j'ai ajouté ça, on n'est pas dans la même période, mais des portraits de Delphine Seyrig qui joue d'images dans les images.
Et celui-là est tout aussi magnifique. Voilà, c'est un jeu avec l'image, hein, quelqu'un qui a une culture des images, qui a une culture d'histoire de l'art et qui a une recherche formelle très importante. Là, voilà embauché avec la troupe de Villars en Avignon, c'est plus chic, pour prendre en photo les grandes heures d'Avignon, c'est-à-dire le prince de Hambourg avec le beau gosse Gérard Philippe, qui va faire connaître Avignon. Le voilà au milieu, Villars avec Philippe à côté. Elle va, dans ses débuts de photographe, avoir des commandes comme ceci, des commandes de portraits, du travail pour la presse. Elle va essayer de vivre de ça. Ça, c'est Villars lui-même. Et le voilà, là, avec Maria Casares. Pour tous ceux qui n'étaient pas là dans les années 50, ce sont des visages qui sont extrêmement connus. Un petit Ruy Blas à Chaillot. Et puis elle va faire des commandes pour des journaux. Alors on peut commencer par celui d'après parce que c'est plus rigolo. Elle s'installe rue Daguerre, qui va devenir si important. Son père achète 2 boutiques jointes qui sont dans un état de taudis, et donc elle va s'installer avec Valentine Schlegel. Il va y avoir une salle pour la céramique, une salle pour travailler. Et elle va faire des photos. Voilà, la petite citation m'amusait bien. J'habite pas Paris, j'habite le 14e. Pendant 70 ans, de 51 jusqu'à sa mort en 2019, 86 rue Daguerre, un des inventeurs de la photographie. Et on va voir que dans ces films, elle finira à la fin de sa vie par s'appeler elle-même Daguerréotypes, pour montrer qu'elle fait partie de cette histoire, en fait. C'est ça qui est passionnant, c'est quand les artistes connaissent l'histoire de leur propre médium. Quand ils ont étudié l'histoire de la photo, ils font de la photo différemment. Pour vous situer, c'est entre d'Enfer Rochereau et Montparnasse. Et comme voisin dans cette cour, elle a Alexandre Calder, le sculpteur, qui est espiègle comme tout, et qui fait que... Alors on a et des stars et des gens pas connus. Voilà, ça c'est Calder avec toute sa famille, sa femme et ses 2 filles. Mais là c'est Calder avec ses mobiles en train de respirer la joie et la création. Dans la rue, c'est-à-dire une image qui a l'air volée alors qu'elle est composée. Encore un petit Calder. Alors, un petit film qu'on trouve pour parler de gens connus et du fait que Agnès Varda fasse du portrait et en plus dans la rue, ça commence à faire nos 3 éléments. Un petit bout de film Mina parce qu'il est assez rigolo, tellement elle se met en scène. Parce que les murs racontent la ville, les murs abîmés, les publicités, les choses disparues. Ça sera un des documentaires les plus intéressants, à mon goût, de Agnès Varda, qui s'appelle Mur. Par contre, on peut voir le résultat, qui fait que entre un film et une photo, il n'y a qu'un pas. Voilà le portrait de Brassai. Un peu décadré. C'est un des premiers aussi qui va faire un livre qui s'appelle Graffiti, donc il va regarder comment creuser dans le mur avec des couteaux, on fait des formes, des têtes, des bonhommes. C'est une vraie influence surréaliste et un vrai regard différent sur la ville qui nous entoure. Elle va inviter Fellini, enfin non, pardon. On lui commande de faire un portrait de Fellini et elle va l'inviter à aller sur les Fortifs, à l'endroit où il y a une ancienne fête foraine. Et le voici devant comment on dit, pas une poupée, un truc pour taper dedans, comme un punching ball mais avec un personnage. Ou sur les Fortifs, à l'endroit où on a dépavé les morceaux de Paris. Ce qui fait que pour des portraits, on va dire, de presse, pour des portraits de personnes connues, on n'est pas loin d'être face au même portrait que sur des inconnus. C'est pas le personnage qui est là en plein milieu, c'est aussi son activité, son énergie, et c'est aussi le décor qui va avec. Pour celui-là, comme pour celui-là. Puis, photo de rue, puisque installée rue Daguerre, elle va passer du temps à faire des photos de gens autour d'elle et montrer
Alors, ce qui est très passionnant, c'est qu'on pourrait regarder ça en disant c'est le Paris d'avant, donc il y a une espèce de nostalgie, et je trouve qu'elle a une vraie distance. On le retrouvait dans l'exposition aussi, de montrer un Paris qui n'est pas qu'un Paris idéalisé, puisqu'elle va fabriquer un cahier qui s'appelle La Mouffe, à propos du quartier Mouffetard, dans lequel elle va prendre en photo voilà, ce qui deviendra un film aussi qui s'appelle Opéra Mouffe, dont je vais vous montrer un petit extrait. Voilà, les vrais gens dans la rue, des vrais gens avec des gueules, ce qui fait que, c'est pas pour dire du bien que je vais dire du mal, mais on n'est pas tout à fait dans ce que fait Doisneau, par exemple. Doisneau va plutôt valoriser quelque chose qui est un peu amusant, qui est plus compréhensible immédiatement. Là, on voit, je ne sais pas si c'est une lutteuse à poireaux qui est en train de foncer sur son adversaire, ou si elle est furieuse, ou si elle est juste embarrassée, ou si elle est ronchon. Et la pauvreté de la rue Mouffetard, elle va la prendre en photo énormément. Parce que le point le plus important, on a dit histoire de l'art, on a dit recherche formelle, et on a dit famille, proche, mais le point est ville, donc environnement immédiat, mais ce qui intéresse le plus Agnès Varda, ce sont les gens. Elle va avoir un regard sur les gens qui est à la fois très proche et pas intrusif. Tout ça fait partie de l'album Rue Mouffetard, dont je vais vous montrer, puisque c'est devenu après, à l'occasion, c'est un peu particulier parce qu'elle est enceinte, elle ne peut pas s'éloigner de l'endroit où elle vit, et Rue Mouffetard, il y a plein de choses à manger. Ce petit film assez court qui s'appelle l'Opéra Mouffe est à la fois un jeu avec toute cette nourriture amassée et tous ces gens et son ventre qui lui-même est en train de progresser. Quelques-uns. Musique de Delru. Voilà. Le montage, c'est l'enchaînement de tous ces visages sans qu'il y ait de jugement sur l'un ou sur l'autre. Et puis pour finir sur ce jeu avec les visages, un autre film qu'elle a tourné à Paris 14e dans sa rue, qui s'appelle Daguerréotype, où on voit à nouveau, avec ce tout petit extrait, à quel point elle aime les gens, en leur demandant ce qu'ils foutent là. Je m'appelle Boukra Mustafa, je suis né à Djerba, Midone Lanada. Je m'appelle Yves, je suis né dans un petit village de 500 habitants. Je m'appelle Geneviève, je viens des Côtes du Nord, je suis née dans les Morbihan. Jeune homme, Henri Pied-Noir. Je suis né le 21 janvier 1910, à Forcé la Conception, Rome. Cette femme s'appelle Marcel, moi je m'appelle Léonce. Léontien. Ces daguerréotypes en couleur, ces images à l'ancienne, ce portrait collectif est presque daguerréotypé de quelques types et typesses de la rue Daguerre. Ces images et ce son qui se veulent modestes et discrets face au silence gris qui mène Madame Charles. Voilà, dans le film lui-même, il y a des photos. Donc la boucle commence à se boucler, Madame la directrice, puisque on n'est pas loin du bout. Comment, partant d'une carrière de photographe et se servant de la photo comme d'un outil pour étudier, on va intégrer la photo dans les films eux-mêmes. Et donc, comment, dans son succès Cléo de 5 à 7, filmer les gens qui voient Cléo en train de déambuler devient un des sujets du film. On est en 62. C'est donc si grave. J'ai vu le cancer. Elle est perdue. Si c'est ça, je peux
moi qui aime tant votre voix. Il me fatigue avec son emploi du temps, j'ai envie de le laisser. C'est un cri d'amour. Évidemment, il lui faudrait un peu de sentiment et je me demande... Je t'interdis. Toutes portes ouvertes, en plein courant d'air. Je suis une maison vide, sans toi, belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver. Je suis un corps à vide, sans toi, sans toi, sans toi. C'était un chef-d'œuvre, il n'y a pas de doute. La voilà partie en voyage, c'est le dernier morceau d'une autre de voyage au Portugal. On est en 56. Et ce qui l'intéresse quand elle prend en photo les gens, c'est le travail. C'est-à-dire de montrer autant les gens qu'on ne voit pas beaucoup. Et comme un fil rouge entre tout ce qu'elle fait, très souvent les enfants. Il n'y a pas tant que ça de photos du travail et d'images du travail, même en peinture. C'est pas un thème, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les sociologues. Et je vous disais, c'est presque rigolo de comparer ça à Douaneau. C'est le même sujet, c'est les gens, c'est la ville, et c'est pas du tout le même angle ni le même rapport aux formes. Oui, c'est très composé en fait. Tout le haut qui est vide avec cette espèce d'horizontale de l'horizon qui se retrouve dans la corde que tirent ces travailleurs portugais. Cette espèce de décadrage avec cette grande forme claire. Douaneau ne ferait pas quelque chose d'aussi formel que ça, d'aussi composé géométriquement. Et elle est partie en Chine où elle fait aussi beaucoup de portraits d'enfants. On est en 1957. Ça vaut le coup de voir les photos d'Agnès Varda. C'est une grande cinéaste, c'est une femme engagée, avec un vrai discours, une réflexion sur son propre travail, mais surtout une photographe extraordinaire. Et merci Madame la directrice de me donner l'occasion de le montrer. Si vous avez l'occasion, le catalogue du musée Carnavalet contient beaucoup de ces images. Alors, une petite citation. Lors d'une interview de 1961, la cinéaste avouait son objectif, tourner en copiant des photos prises sur le vif. Là, il faudrait attraper les plans pour essayer que ça soit le moins fabriqué possible. Toujours en acceptant les heureux accidents. C'est presque un jeu dans Oncle Yanko, puisque c'est recommencer, recommencer. Par exemple, l'immersion d'un bruit ou d'un mouvement dans le plan film. Donc il y a un rapport vraiment continu, que ce soit de façon de travailler entre la photo et le cinéma, mais aussi dans la différence entre les deux médias. La voilà partie à Cuba, et le trailer donne bien une idée de l'importance de la photo, à nouveau. Cuba, janvier 1963. Pour exprimer des idées reçues, Cuba était une île en forme de cigare version messieurs, une île en forme de crocodile version dame. Depuis la révolution cubaine, tous les Cubains sont barbus à cause de Fidel Castro. Et depuis la crise des Caraïbes, Cuba est une mine flottante. Tout de même, la curiosité pour Cuba est vive. On commence à savoir que les Cubains ont fait leur révolution avec lyrisme, que leur marche en avant est aussi une danse, la conga, qu'ils disent avec sincérité la patrie ou la mort, que certains en sont morts, mais que cette patrie existe. J'ai été à Cuba. J'ai ramené ces images désordonnées. Pour les classer, j'ai fait ce film hommage, ce film intitulé « Salut les Cubains ». C'est le mouvement cubain aux deux sens du mot qui surprend le visiteur, ainsi que le pittoresque tropicalo-socialiste. Voilà, à nouveau, de la photo et de l'image, mélangées.
Alors, juste comme des arrêts sur image dans le film lui-même, voilà, les photos cubaines de Agnès Varda. Le décadrage, on pourrait prendre le petit morceau sur la droite, ça serait déjà une photo magnifique, que ce soit le regard de l'enfant ou l'espèce de situation de rue avec tout le monde autour. L'information avec Fidel qui est annoncée, et un mélange de voyage et de proximité. Voilà, devant l'école de cinéma, une danse improvisée, des enfants, et Fidel. Ce qui nous paraît très lointain, Fidel avec des ailes d'ange derrière lui, en pierre. On ne sait pas ce que ça peut annoncer. Voilà, j'aime le silence qu'il y a dans une image, j'aime qu'on puisse s'y perdre tout en se posant des questions, j'aime cet aller-retour de la pensée et de l'œil quand on regarde une photographie. Et elle ne met pas du tout la photographie comme une alliée ou un outil du cinéma, c'est vraiment en soi. Le fait que quand on regarde quelque chose, on essaye de comprendre ce que ça signifie, c'est ça que je comprends dans cet aller-retour de la pensée. Les images sont de la pensée en forme. Elle part aux États-Unis, elle y est avec Jacques Demy à un moment donné. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de voir, Jacques Demy a fait aussi des chefs-d'œuvre, mais quand on voit le making-of de, c'est pas La Belle au Bois dormant, avec Jean Marais, Peau d'âne. Quand on voit le tournage dans un des châteaux de la Loire qu'elle avait tourné, sur lequel elle avait fait un documentaire avant, on voit comme invité surprise débarquer en hélicoptère sur le tournage Jim Morrison, avec lequel ils sont devenus très amis. C'est une des rares personnes qui a vu le cadavre de Jim Morrison dans son appartement mort. Donc elle est amie très très proche. Ils sont amis très proches de Morrison. Elle est capable d'aller dans des endroits très différents et de capter cette énergie qui est en train de se transformer dans les années 60. De la jeunesse, des enfants ou de la revendication politique. Sur les Black Panthers, elle va faire un documentaire magnifique et des photos tout aussi magnifiques. On va éviter de lui mettre une petite flèche dans le nez. Voilà. La proximité, le deuxième champ, le fait que petit à petit on cherche à l'intérieur des éléments, c'est extraordinairement composé. Voilà le rythme qu'il y a dans les corps, le bras levé. Conclusion. Et après, on y va, madame la directrice. Il est temps. Il y a un film qui est moins connu et qui me sert de conclusion. Mais qui résume tout ce qui l'intéresse, je trouve. Qui date de 81. À Los Angeles, on peut voir un océan Pacifique et des palmiers sauvages, des Disneylands et des studios d'Hollywood. Moi, j'ai surtout vu des murs peints dans la rue, des murales. J'en ai fait un grand film en couleur et en musique. Un film où les murs bougent, où la ville danse, où ceux qui parlent rarement parlent. Voilà, les murs bougent, c'est-à-dire une image fixe qui se remue, et où des gens qui parlent rarement parlent. Ça résume bien tout le propos politique qu'il y a dans le travail de Varda. Murmure. Elle est Murs. Plan 1326, prise 1. Clap, on tourne, on a tourné. Au pays de Edison, des Indiens, des cowboys, des tueurs et des filmeurs, j'ai filmé des Indiens, des cowboys, des cosmonautes et des anges. C'est l'Amérique au pied du mur, avec ses métaphores et ses métamorphoses. Mais le musée dans la rue, sans porte ni ticket, est aussi sans gardien et sans protection. L'art du mural est éphémère. Il restera au moins un film, Murmure. C'est le « Autant en emporte le temps » du documentaire. C'est Ben Mur. C'est la cité sans voile, mais non sans mystère, non sans mystique, non sans problème. Les murs, qui avaient déjà des oreilles, ont des yeux et une bouche. Ils disent tout. La bombe, la drogue, la police, la misère, le crime,
la maladie, la violence, le travail et la nourriture. Ils disent le capital et le jeu, la politique et le sexe, l'amour, le mariage. Ils disent aussi la civilisation de l'image. Qui peint ces murales? Qui les paye? Qui les regarde? Si vous voulez le savoir, venez voir Murmure. La transition pour la conclusion, c'est tout simplement la mer qui compte tellement et qui fait que dans tous les films de Agnès Varda qu'on avait le choix de choisir pour vous les présenter, les plages d'Agnès, c'est une façon pour Agnès Varda de revenir sur son propre travail, c'est-à-dire à l'intérieur de ses films, regarder ses propres photos, à l'intérieur de son atelier de la rue Daguerre, de revoir tout son propre parcours, et de prendre, je vais vous montrer juste un petit extrait de la bande-annonce, parce que si on a tous, c'est moins drôle. Conçue dans la ville d'Arles, on m'a nommée Arlette. J'ai l'impression que j'habite le cinéma, que c'est ma maison. Il me semble que j'y ai toujours habité. C'est ça le programme. Habiter le cinéma. Et elle fera, dans le film qu'on va voir, du sable rue Daguerre, histoire de mettre le bordel jusqu'au bout, dans sa propre rue. Voilà. Je vous remercie. Le film dure 1h40 et je redis que l'exposition de photos est jusqu'à dimanche.